Allez, on va commencer par B-Blues. Voilà. Ça, c'est magique quand même. On est quand même mieux avec un petit diaporama comme ça, des petits visuels pour en parler, en vrai. Donc B-Blues, en vrai, bon, moi, j'ai bien kiffé. Donc là, on va se faire la totale petite présentation du manga parce que c'est un truc qui est sorti assez récemment. Donc c'est sorti en fin d'année, hein, c'était fin d'année 2024, en décembre chez Meian. Donc du coup, c'est un manga de Motoyuki Tanaka, les gars. Qui a fait d'autres mangas de sport, c'est petite expérience, je sais plus c'est quel manga qu'il a fait exactement, quel sport. Et j'ai vu en préface de B-Blues qui disait que c'était son troisième manga de sport. Donc s'il y en a qui ont l'info dans le chat, n'hésitez pas. Et franchement, bah ouais, autant, bon déjà je vais quand même vous lire le petit résumé comme ça, on se met dans le bain tranquillement. Mais c'est un manga qui est terminé en 49 tomes au Japon, donc c'est quand même une série quand même assez longue, une série fleuve finalement. Les 5 premiers sont disponibles en France enfin chez Meian, pardon. Ça date de 2011, 2011 quand même. Et je crois qu'en fait le manga il a une espèce de fin ouverte et qui pourrait reprendre potentiellement de ce que j'avais vu sur Twitter, mais pour l'instant on va considérer qu'il est terminé. Et c'était publié dans le Shonen Sunday avec Conan, Maggie, tout ça et tout. Donc voilà, c'est quand même un gros manga au Japon, un gros manga de foot. Donc on connaît Blue Lock, on connaît Aoashi, Captain Tsubasa et tout. Lui, un petit peu moins chez nous. Mais là, dernièrement, bah, vu qu'il est sorti en France, ça a fait un petit peu parler. En bien. Et en moins bien pour certains trucs, mais ça, on y reviendra aussi. Donc voilà, en gros, l'histoire, on suit Ryu Ichijo, un jeune prodige du football qui rêve de représenter le Japon en Coupe du Monde. Sa vie change brutalement après un accident qui le met hors jeu pendant 2 ans. Le manga suit son parcours de réhabilitation et sa détermination à retrouver sa place sur le terrain et à réaliser son rêve malgré les obstacles. Bon, le synopsis officiel, il spoil un petit peu les premiers chapitres, mais en soi, c'est pas un spoil très très grave. C'est pas un spoil très très grave parce que justement, sans vous spoiler ça, ça allait être compliqué de vous donner envie de lire le manga. Du moins, quand tu lis le premier tome, ça a l'air très enfantin. Vraiment, les gars. Et en plus, la traduction n'aide pas. Donc ça, je vous en avais déjà parlé. J'avais fait un petit thread sur Twitter pour un petit peu pointer du doigt ce qui n'allait pas. Il y avait des trucs qui n'étaient pas naturels. Il y avait des termes employés qui ne correspondaient pas et qui ne collaient pas non plus à l'esprit football et tout. Enfin, il n'y avait pas de vocabulaire footballistique. Ou en tout cas, le nécessaire n'avait pas été forcément fait. Et là, par exemple, je vous donne un truc tout con, mais au foot, quand tu marques, c'est un but. Tu vas pas parler de points, de je sais pas quoi et tout. On n'est pas, voilà, on n'est pas au morpion ou je sais pas quoi là. Euh, on n'est pas, c'est pas. Tu parles de points quand c'est le classement. Et pareil, il y avait des formulations qui étaient pas adaptées, comme j'ai touché le ballon trop loin et j'en ai perdu le contrôle. Ça veut rien dire. Ce n'est pas français, ça ne veut rien dire. Enfin bref, il y avait des problèmes à ce niveau-là. Et ça aussi, ça n'aidait pas mon appréciation du premier tome. Et je trouvais que ouais, ça donnait un côté encore plus enfantin au truc. Alors certes, dans B-Blues, tu suis des personnages qui sont forcément juniors. Ils sont en école primaire, après tu les vois évoluer au collège, lycée, tout ça et tout, jusqu'à, bah, comme le dit le résumé, que Ishijo devient professionnel et qu'il atteigne son rêve. Mais quand même, quand t'es gamin, avec tes potes, la cour de récré, tout ça, t'as quand même des termes, un minimum de footeux. Tu sais ce qu'est un but, tout ça. Et je trouvais que cette traduction-là ne renforçait pas, enfin, renforçait justement ce problème-là et le ressenti que j'avais un peu. Voilà, j'étais pas dedans, je me sentais pas concerné, et d'autant plus que moi je suis un footeux. Je rappelle que le football c'est ma passion numéro une bien avant les mangas et les animés, donc forcément moi faut quand même que ça me parle un minimum, et ce qui n'était pas le cas sur le premier tome. Donc le premier tome n'est pas mauvais, juste j'étais pas encore dedans, et heureusement bah ce qui est bien c'est que Meian a sorti 5 tomes, d'un coup, avec un petit coffret et tout, donc tu peux te permettre au moins avec le deuxième tome, si tu prends les deux premiers d'un coup, ou alors si t'as pris le coffret carrément, bah t'as 5 tomes pour te faire un avis. Et c'est quand justement bah t'as le fameux événement, le fameux accident, c'est là que le manga il prend tout son sens, c'est là que t'es marqué par le truc, parce que même si t'es spoilé, si t'as lu le synopsis, les gars en fait comment c'est amené, tu t'as quand même l'effet de surprise. Je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé d'être spoil sur un manga, mais quand t'arrives au truc, en fait, tant que tu le vois pas, t'y crois pas. Bah moi, j'avais un peu cette impression-là.
Et au final, ouais, t'es bien marqué par l'événement qui traumatise quand même les personnages qui sont confrontés à cela, et pas seulement du coup le protagoniste, parce il était accompagné à ce moment-là, quand la scène se passe. Donc il y a des personnages qui sont un peu marqués par cet incident-là. Et le fait que, justement, Ryu, au début du manga, c'est un peu le type, voilà, le nouveau crack, la nouvelle pépite. Tu sens que le mec, il est surcheaté. Fallait un truc pour le remettre, lui remettre les pieds sur terre, tout simplement. Et maintenant, ça a un petit peu redistribué les cartes. C'est-à-dire que, ok, il est toujours chaud, il a toujours son potentiel, voilà, parce que il a une technique, il a une vision de jeu, il a tout ça. Mais là, en fait, vu qu'il revient de blessure, bah vous savez, dans le sport, quand tu reviens d'une grande blessure comme ça, t'as plus les mêmes appuis, t'as plus la même condition qu'avant, t'as aussi peur de trop blesser. Donc il y a toute cette notion-là qui est prise en compte maintenant et qui fait en sorte que bah, le Prota n'est plus autant cheaté qu'il ne l'était au début par rapport à ses adversaires, ses coéquipiers, tout ça. Donc voilà, à partir de là, ça devient beaucoup plus intéressant. Et oui, je trouve que c'est un bon début en fait. Un bon début globalement. Forcément, j'attends un peu plus pour me dire, vas-y, c'est euh, c'est le manga de foot du siècle, voilà. Mais ça peut prendre le chemin tranquillement pour aller concurrencer des Awashi, des mangas comme ça. Donc, Awashi qui est aussi excellent. Donc je sais pas s'il y en a dans le chat qui ont lu. Et j'ai vu que ça fait coucou à YouTube, c'est vrai qu'on mettra aussi la rediff, donc merci encore à ceux qui regardent les rediffs. Si vous l'avez lu aussi dans les commentaires, sur le chat, vous me dites ce que vous en pensez, si vous avez un avis. Mais, euh, mais moi, j'ai bien kiffé en soi. J'ai bien kiffé, les personnages sont plutôt attachants. Il y a des relations déjà qui évoluent entre eux. T'as déjà des petits rivaux qui apparaissent. Et le fait en fait qu'on te fasse une promesse au début du manga, avec le prota, qui a déjà son parcours en tête avec les points clés, il sait ce qu'il doit faire pour atteindre son rêve. Voilà, il sait qu'il doit rejoindre un club dans la Ligue Junior. Il sait qu'ensuite il doit aller dans un club plus, voilà, plus huppé niveau national pour voilà, se rapprocher de prendre le mondial, la Coupe du Monde avec le Japon. Donc en fait, moi j'aime bien quand il y a cet objectif-là et c'est comme une promesse un peu qu'on te fait au début du manga. Maintenant, j'ai envie de le voir réaliser son rêve, hein, tout simplement. Donc c'est un peu classique, mais tant que c'est bien fait et que surtout que ça dégage les émotions qui sont souhaitées au moment, à chaque moment donné. Et pareil pour le côté foot, les matchs, comment c'est retranscrit, les actions, le découpage, tout ça. C'est vraiment bien fait, sachant qu'on est qu'au début du manga. Donc 5 tomes, c'est quoi? C'est une quarantaine de chapitres. Franchement, bah moi je trouve que ça glisse tout seul. À part le premier tome qui m'avait laissé un petit peu indifférent, mais comme j'ai pu enchaîner tout de suite derrière avec les autres, en soi c'est pas dérangeant et ouais, donc du coup je vais suivre avec attention maintenant. Lu 2-3 tomes plus jeune, mais vu que c'est sorti, faudrait que je m'y mette. Ça me rappelle Major, ça. Putain, Major, j'ai pas encore lu, les gars, on me le recommande souvent. Mais je sais que dans Major, il se passe un délire comme ça avec le héros. Et d'ailleurs, ça m'a rappelé Ariano Kishi, pour ceux qui connaissent. Voilà, Ariano Kishi, c'est pas disponible en France, mais c'est un manga de foot aussi. Et c'est vrai qu'il y a un délire, enfin c'est même un délire un peu plus glauque, je vais pas vous spoiler, mais il y a un incident qui se passe aussi au début du manga, qui change bah, ta vision du manga et la vision aussi des personnages au sein même de l'œuvre. Et ça, c'est cool. Ça, quand il se passe des trucs comme ça, c'est vraiment cool. Et là, ça te montre quoi? Ça te montre que c'est pas juste un manga de foot, pas juste un manga de sport. Ça te montre aussi qu'il y a un côté tranche de vie et relationnel qui se met en place et qui va avoir une importance aussi capitale que bah, le sport, hein, en vrai. Et ça, c'est ça qui fait des grands mangas de sport, en vrai. Et là, l'exemple le plus ultime, c'est Ashita no Joe. Lui, c'est carrément l'inverse. C'est la vie des personnages est encore plus importante que le sport. Et le sport sert de prétexte pour développer les personnages et l'histoire. Mais c'est ces mangas-là qui vont justement plus te marquer parce que si bah, tu t'attaches au personnage dans la vie de tous les jours, au-delà de t'attacher au joueur qui est le personnage dans le manga, c'est là que tu vas encore plus kiffer. Donc voilà pour Bee Blues. Je pense que j'ai fait le tour sans trop rentrer non plus dans les détails. Mais globalement, ouais, bien satisfait de ma lecture en vrai. J'avais des attentes parce que c'est un manga qu'on m'a recommandé sur Twitter. C'était, justement, lui aussi fait partie des 12 mangas que je dois lire cette année. Donc il y en a pas mal que vous m'avez recommandé et que des amis m'ont recommandé aussi.
Biblouz en est parti. Donc voilà, ça c'est fait pour l'instant. Maintenant, je vais attendre les prochains tomes. Attends, est-ce que je peux vous donner les dates? Je sais pas si on a les dates. Après qu'avec Meian, c'est vrai que les dates, il les communique pas tout le temps. Enfin, pas tout de suite parce que c'est vrai que c'est disposé à changer à chaque fois avec les problèmes d'impression, d'imprimeur, tout ça. Mais en tout cas, moi j'avais fait mes retours sur la trad sur Twitter. Ça a été pris en compte par l'équipe de Meian et le traducteur aussi qui est venu me parler. Je lui ai donné aussi 2-3 conseils sur quelques termes et tout. Il est aussi accompagné à ce niveau-là à partir de maintenant. Et dédicace aussi à Flex hein, sur Twitter qui a fait une grosse propagande sur le manga. Et donc voilà, maintenant je pense que pour les prochains tomes, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais il n'y a pas de souci à se faire. Les trucs que j'ai pointés du doigt vont être corrigés aussi. Et je suis pas le seul à l'avoir fait d'ailleurs, c'est important. Parce que je pense que si j'étais le seul à m'en plaindre, c'est pas moi qui ai une influence, je suis pas Squeezie pour changer les choses à ce point. C'est aussi parce qu'il y a eu plusieurs retours sur ces sujets-là. Et du coup, bah, l'équipe de Meian a pris ça en compte. Et ça a été peut-être à remonter un peu plus vite. Il y avait des grosses dingueries de trad. C'est pas des grosses dingueries en soi. À part la phrase que je vous ai dit qui m'a vraiment marqué. J'ai touché le ballon trop loin et j'en ai perdu le contrôle. Normalement, c'est j'ai poussé le ballon trop loin. Sinon, tu perds ton sens. Enfin, la phrase perd son sens. Si tu parles de toucher de ballon, je sais pas quoi. Mais ouais, il y avait quelques trucs. Et là, tu sentais qu'il manquait le vocabulaire footballistique. Et le traducteur l'a reconnu en DM avec moi et on en a parlé. Maintenant qu'il y a quelqu'un qui a un peu plus les termes, tu vois, c'est comme à la place de dire un centre, il avait mis une passe centrée. Tu vois, ça se dit pas trop dans le terme footballistique. Tu dis directement un centre. Le terme, il est fait pour ça. Il désigne cette action-là. Donc pourquoi dire une passe centrée ça... À la limite, tu dis une passe avec un effet, tu vois, je sais pas, mais. Et voilà, c'est des trucs où on chipote, ok. Mais à la lecture, quand il y a plusieurs points où tu peux chipoter comme ça, c'est vrai que ça peut te sortir du truc. Et c'est ça qui est important de prendre en compte aussi. Donc voilà pour B-Blues. Ensuite, c'est quoi on va passer à Yona. On va changer de genre encore. Donc B-Blues, on était côté shonen. Donc c'est vrai que je le précise pas ça à chaque fois parce que moi je m'en fous. Hein. Je m'intéresse aux œuvres pour ce qu'elles racontent avant tout. Moi, les cibles éditoriales, tout ça, je m'en contrefous. Hein. Les délires de shoujo, shonen, seinen, tout ça, moi, c'est vraiment les thématiques que je regarde, les genres, c'est sur ça que je me concentre le plus en tout cas. Donc, Yona, Princesse de l'Aube, c'est toujours en cours. Attendez, je me mets la petite page aussi sous les yeux. Donc, est-ce que vous êtes à jour? Est-ce qu'il y en a qui lisent? Est-ce qu'il y en a qui ça les sauce? Parce que les gars, Yona, Princesse de l'Aube, c'est un gros morceau forcément côté shoujo. Il y a 45 tomes au Japon. En France, il y en a 43 sortis chez Pika, il me semble. Donc c'est par Mizuo Kusanagi. Et franchement, les gars, j'ai lu les 3 premiers tomes. Donc je suis pas à jour encore. Mais vu que c'est un manga pareil qu'on m'a recommandé pour cette année, je me suis dit, allez, je vais en profiter parce que c'est vrai que ça fait un moment que je voulais le lire. Je voyais les covers à l'écran. Juste les covers, les visuels, les pages couleurs, tout ça, c'est un manga qui m'a toujours fait de l'œil. Il m'a toujours attiré. Mais j'ai jamais pris le temps de le lire alors que bon, c'est en cours depuis 2009. Moi, ça fait des années que je le connais. Ça fait des années que je vois que ça fait beaucoup parler, que c'est un titre emblématique maintenant du shoujo, qui se vend très très bien au Japon, qui est hyper populaire. En France aussi, il y a sa petite communauté aussi. Et voilà, c'est une vitrine en tant que telle, on va dire Yona. C'est un gros monument. Je pense que c'est même plus à présenter en soi, mais je le fais quand même au cas où. Alors, l'arc final a commencé, ok, pas lu perso, à jour en français. Ah, c'est ouais, c'est même dans l'arc final, ok, bah, on prend ça en compte aussi. Ok, vous êtes quand même pas mal dessus là. J'ai lu 16-17 tomes et j'ai un peu arrêté, ok. Et c'est vrai qu'il y a un animé aussi. Il y a un animé de. Je crois que. Je sais pas si. Je crois qu'il y a. Il y a pas une saison qui va sortir là prochainement là? Ou elle est en cours ou je sais plus. Il me semble qu'il y a eu une nouvelle saison qui allait arriver là. Mais voilà, en tout cas. Bon, comme d'habitude, on part encore sur une série fleuve. Hein. On enchaîne avec B-Blues. Enfin, après B-Blues qui était dans la quarantaine, là aussi on y est et c'est pas encore fini. Donc c'est vrai que c'est pas les mangas les plus faciles propagander, pardon. Je vais boire de l'eau. Parce que quand il y a beaucoup de tomes, ça peut rebuter certains. Mais je vais quand même essayer de vous le vendre parce que c'est très cool. C'est vraiment très très cool pour le début que j'ai lu en tout cas.
Donc Yona est une jeune et insouciante princesse née au royaume de Koka. Elle mène une vie de rêve choyée par son père le roi, protégée par son garde du corps et ami d'enfance, le puissant guerrier Ak. Elle désire plus que tout s'unir à Suwon, son cousin dont elle est secrètement amoureuse. Donc oui, bon, la consanguinité à cette époque-là, c'était des choses normales, donc on va mettre ça dans le contexte de l'époque aussi historique. À l'approche de ses 16 ans, tous se préparent à fêter comme il se doit son anniversaire. Mais ce soir-là, une terrible tragédie survit. Et la vie de Yona va être bouleversée à jamais, pardon. Donc là, vous avez l'inverse du synopsis de B-Blues qui te spoil là l'événement du début du manga. Là, on te garde la surprise. Donc je vais faire le choix de vous la garder aussi. Mais il va se passer un truc. De toute façon, c'est un délire de complot, de trahison. Voilà, avec des familles royales, tout ça et tout. C'est souvent ce délire-là qui se passe là. Bon, il va se passer un truc de fou qui va faire en sorte que Yona va devoir fuir. Elle va devoir fuir et ça va partir sur un manga typé un peu plus aventure, tu vois. Et ça, c'est vraiment le genre de manga qu'il me fallait en ce moment. Moi, j'adore le genre aventure. Et c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas... Bah, j'avais pas lu de manga dans ce genre-là. Donc bon, c'est une aventure oui et non. Parce que forcément, elle est quand même traquée. Elle est là, elle prend la fuite, elle doit survivre. Mais il y a un côté où tu explores un petit peu avec elle. Et tu te demandes comment elle va réussir à se sortir de là. Comment elle va mener à bien sa vengeance aussi finalement. Parce que Yona, au début du manga, là, moi où j'en suis, j'ai lu 3 tomes, elle commence déjà à évoluer. Donc ça, c'est un point très important à prendre en compte et un grand point fort. C'est que le personnage, au début du manga, elle est toute un peu réservée, ouais, timide, un peu craintif limite et tout. On sent que limite, elle subit un peu sa vie, finalement, parce que voilà, elle arrive à ses 16 ans. Il y a la question de, ouais, il faut lui trouver un mari, tout ça et tout, pour suivre la lignée royale, tout ça et tout. Donc elle subit un petit peu tout ça, elle est dans cette condition-là de la femme de l'époque qui n'avait pas trop son mot à dire. Il se passe un truc de fou, et là sa vie change radicalement, elle doit fuir, tout ça, et aussi ça lui permet de... En fait elle doit grandir par la force des choses, et ça c'est très intéressant comme cas de figure et comme contexte, parce que l'évolution du personnage, du coup elle est précipitée, mais dans le bon sens du terme, parce que tu vas pas attendre 30 volumes pour l'avoir évolué. Dès les premiers tomes, les événements qu'elle traverse et qu'elle confronte, ça l'a fait déjà changer et grandir. Et j'ai trouvé ça déjà bien fait et bien amené. Et donc voilà, maintenant j'ai hâte de voir encore plus. Parce que là, de ce que je peux vous dire sur les 3 tomes, c'est que pour moi c'est hyper efficace. C'est très rythmé. Pourtant, on parle quand même de complots, des complots politiques, géopolitiques, tout ça et tout. Mais t'as pas le... Voilà, le découpage est tellement bon. De toute façon, je vous ai mis quelques planches pour essayer de vous donner un petit peu envie aussi. Mais le découpage est tellement bon que... Ouais, c'est fluide à lire en fait. Ça s'enchaîne bien. C'est bien épuré aussi. J'aime beaucoup le style de l'autrice. Voilà, pour le coup, elle est pas seulement forte pour ses illustrations, que ce soit les covers, les pages couleurs et tout. Regardez là les traits, les expressions des persos, les compositions. Non, vraiment, il y a tout il y a tout qui est soigné. Sachant que c'est sur les premiers tomes, donc je me dis quoi ça va être quoi quand je vais voir le style de l'autrice sur, je sais pas, au tome 30, au tome 40. Je pense que ça va pas mal évoluer encore. Alors que là, elle est déjà très forte. Donc franchement, je suis grave saucé, grave emballé sur ce début de manga. Sans surprise parce que je m'y attendais. Au contraire, j'avais beaucoup d'attentes et souvent, quand j'ai beaucoup d'attentes, je finis par être déçu. Et là, pour l'instant, elles sont comblées. Mes attentes sont vraiment comblées. Maintenant, on verra par la suite et on en reparlera forcément. On en reparlera forcément. Parce que là, mon avis est susceptible d'évoluer, mais je pense que ça va évoluer dans le bon sens du terme. Parce que le manga, si il est autant saucé, c'est que généralement, ça suit aussi sur la longueur. Et si j'ai accroché sur les premiers tomes, je me dis, bon, je suis confiant pour la suite, quoi. Après, bien sûr, il y a des histoires de romance aussi qui se mettent en place, tout doucement. Je pense que ça va évoluer aussi à ce niveau-là. Et là, pour l'instant, ce que je kiffe aussi, c'est qu'il y a un côté fantaisiste qui commence à se mettre en place. Et Jairo, tu me donnes la transition parfaite. Il y a un délire de dragon aussi. Pour l'instant, moi, j'ai vu le premier dragon. Voilà, j'en suis là pour ceux qui peuvent avoir le contexte. Ça vous met directement à peu près où j'en suis dans le scénario. Et ouais, j'aime bien le côté fantaisiste qui arrive tout doucement là. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer.
quand Yona va vraiment apprendre à se battre et tout aussi par elle-même, parce que pour l'instant, bon, elle a son garde du corps et tout qui est là pour elle. Mais elle a commencé un petit peu à manier l'arc, là, j'ai vu. Donc ça va être intéressant à suivre. Sachant qu'en plus, là, on parle d'une princesse, les gars, donc son identité, elle sait pas si elle doit la... Tu vois, elle peut pas faire confiance à tout le monde. Et ce délai de confiance, moi, ça me parle, parce que même moi, en soi, dans la vie de tous les jours, je fais pas confiance à tout le monde, ou je donne pas ma confiance facilement. Heureusement pour moi, je suis pas traqué comme elle dans la vie de tous les jours, donc ça va. Mais imaginez à sa place, les gars. Et là, tu dois un petit peu cacher ton identité, sachant que bon, son identité, elle a quand même des cheveux qui sont d'une couleur qui est assez atypique dans le manga, qui attire l'œil. Et pour le coup, la voir évoluer comme ça aussi à ce niveau-là, c'est hyper intéressant. Et en plus, j'ai bien kiffé hein, d'ailleurs la symbolique avec ses cheveux là. Je leur dis pas plus, il y a une symbolique, j'ai grave kiffé. Par rapport à un personnage et tout. En vrai, j'ai même pas de bémol à souligner pour l'instant. Si ce n'est qu'il y a un tournant dans le manga qui était un peu prévisible. Moi, je l'ai vu venir en tout cas. Je sais pas si c'est le cas de forcément de tout le monde. Mais voilà, en tout cas, c'est très plaisant à lire et c'est vrai que quand un manga est aussi bien dessiné aussi, qui a un style attrayant et plaisant pour les yeux, tout simplement, bah, ça donne encore plus envie de lire le manga, hein, tout simplement. Donc voilà, là pour vous dire, je suis plus saucé par Yona que Biblouz, hein, sur le début que j'ai lu là. Pourtant, je suis un fouteux. Je suis un fouteux de base et bah, après, c'est des mangas très différents. Hein, je suis pas en train de les comparer non plus, mais je parle vraiment en termes d'appréciation là. Sur vraiment comment j'ai kiffé mes débuts d'œuvre, ma première expérience avec chacune des séries. Et là, je suis plus. Regardez cette page couleur, les gars. C'est. Non, franchement, la page couleur. Enfin, les pages couleurs de Yona, même sans aimer le manga, sans être fan, moi, ça m'avait déjà attiré l'œil. Hack le GOAT. Ouais, Hack, très bon perso pour l'instant. Et ouais, moi, je parle. Ouais, la double plage avec les corbeaux là. Celle-là, elle est exceptionnelle. Hein, les jeux de couleurs et tout là. Couleurs chaudes. Franchement incroyable. Et yo, Daniel. J'avais pas vu que t'avais rejoint. Je me sens ça reprend Yona, mais vu que ça fait 5 ans que je dois recommencer. Donc ouais, pour l'instant, moi je kiffe B-Blues, Yona je kiffe aussi. Sachant que moi je suis quand même, je suis quand même exigeant en tant que lecteur en vrai. Maintenant, pour me marquer véritablement, il en faudra encore plus, mais pour l'instant je kiffe. Je sens que le potentiel est là pour exploser sur le moyen long terme, je dirais là. Je pense que ça va vite péter. C'est l'artbook du Tom Collector qui m'a donné envie de commencer. Ah ouais, un artbook de l'autrice là, ça doit être quelque chose. Parce que Kusanagi là, j'aime trop son style en vrai. Ah ouais, moi je suis pas trop webtoon. C'est même pas une question de j'aime pas ça ou quoi, c'est juste que bon bah il faut du temps pour tout. Et malheureusement le temps bah on doit faire des choix les gars. Il y a déjà les mangas entre les tomes que je reçois, les euh, les nouveautés qui sortent au Japon, les suites que je lis aussi, les mangas en cours, les mangas que je dois terminer, les comics, les gars, ça fait beaucoup de choses et franchement les webtoons, c'est pas l'envie qui manque mais pour l'instant c'est pas ma priorité. Mais je sais qu'il y a beaucoup de trucs vraiment lourds et tout à lire et je pense que ce sera fait un jour. Hein. Ça sera fait un jour. Donc voilà, bah, de ce que je vois dans le chat déjà, vous avez l'air plus saucé par Yona aussi. Et vous êtes déjà un peu plus concerné et à jour sur le manga que vous l'étiez pour B-Blues. Mais en tout cas, ouais, donc c'est dispo chez Pika. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tomes. C'est compliqué de vous dire d'aller acheter une série de 40 et quelques tomes avec tout ce qui sort et tout. Je l'entends. Mais si vous voulez au moins tenter les 3 premiers tomes, je pense que les 3 premiers tomes, ça peut être pas mal. En vrai, même pas. Je pense que le premier tome, il se suffit à lui-même en soi. Parce que c'est vrai qu'il y a des séries, des nouveautés qui sortent souvent où on voit qu'il y a 2 tomes qui sortent simultanément, et c'est pas pour rien. C'est qu'en fait, le plot twist de la série en question, il arrive au 2e tome. Mais pour Yona, je pense que le premier tome, tu sais déjà où tu vas en fait. T'as déjà les éléments pour les tenants et les aboutissants sur ça va être à peu près quoi la suite, est-ce que je peux kiffer. Donc en vrai, ouais, je pense que le premier tome à tester. Après, si vous kiffez, bah, let's go. Hein. Ah, t'as fini Biblouz, Raptor? Bah, j'espère que la fin est cool du coup.
Yona, j'avais découvert avec l'animé qui adapte 8 tomes, donc c'était une bonne entrée. Après, ouais, il y a toujours l'animé, c'est vrai. Tu peux même le dire, parce que si en plus il est fidèle, c'est vrai que tu te fais l'animé 8 tomes, t'as encore un meilleur avis qu'un seul tome du coup avec le manga. Mais bon, moi j'ai tellement accroché au style de Kusanagi que je vous pousserai quand même un peu plus vers le manga. Après, c'est vous qui voyez, hein, si vous êtes plus animé que manga. Mais voilà pour Yona. Euh, Là, on va passer à Les Liens du Sang. Parce que franchement, les gars, euh, j'ai enfin terminé le manga. Regardez, ça drop direct sur la page, la page couleur du chapitre 100 en plus, magnifique. Mais ouais, Les Liens du Sang, les gars, j'ai terminé enfin. J'avais 4 tomes à lire. Le dernier tome est sorti chez Kiun il y a pas longtemps, là. Il y a quelques jours, je crois. Franchement, quel manga de fou. Et les gars, c'est un 10 sur 10. Je vais parler très français. Je vous avais déjà parlé de cette série. Il y a une vidéo qui est disponible sur la chaîne. Je vous en ai parlé régulièrement. Que ce soit sur mes réseaux, Twitter et tout. Pour moi, c'est l'œuvre la plus aboutie de Shuzo Oshimi. Là, je dis les termes directement. Là, il n'y a pas de transition de ouais, ça parle de ci, ça parle de ça. Shuzo Oshimi, c'est un auteur que j'adore. C'est un de mes auteurs préférés. Donc, il a fait Happiness, il a fait Les Fleurs du Mal. Il a fait Dans l'intimité de Marie. Et d'autres one-shots un peu moins connus. Chaque manga était marquant. Vraiment, j'ai adoré toutes ses œuvres, aussi dérangeantes soient-elles pour certaines. Les Fleurs du Mal, c'était incroyable. Souvent, ça parle du passage à l'âge adulte. Voilà, crise d'adolescence, tout ça. Avec des thématiques un petit peu, parfois sur la sexualité, ton premier amour, ton mal-être. Voilà, il y a quoi d'autre? Le harcèlement aussi, parfois. Voilà, il y a des thèmes comme ça qui sont abordés avec une finesse et un côté semi-autobiographique de l'auteur aussi qui donne vie à des expériences qui paraissent du coup réelles. Et ça paraît trop vrai pour être que du manga, parfois. Mais pour les liens du sang, en tout cas, j'hésitais encore entre Happiness et les liens du sang pour mon manga préféré de l'auteur. Ce que j'avais apprécié avec Happiness, c'est qu'il se servait du côté un petit peu fantaisiste, avec le thème des vampires, tout ça et tout, dans son manga. Sachant que moi, je suis pas trop dans ce délire-là, vampire, tout ça. Et comment il l'avait utilisé pour Happiness, pour faire évoluer ses personnages et tout, j'avais trouvé ça kiffant. Et les liens du sang, les gars, j'hésitais, parce qu'en fait, pour moi, c'est un manga d'horreur, hein. C'est un manga d'horreur, hein. En fait, les gens, il y en a plein qui seront peut-être pas d'accord avec ce que je vais dire, mais que ce soit dans le découpage, comment il met en scène des personnages parfois, comment il les déforme sur certaines planches. Des fois, il y a des expressions, pour moi, on touche dans l'horreur en fait. Donc maintenant, je vais quand même revenir sur le résumé, tout ça et tout, histoire de quand même m'adresser à ceux qui n'ont pas du tout commencé le manga. Parce que c'est vrai que bon, c'est quand même important de le faire, parce qu'il y a peut toujours donner envie de commencer ce manga à certaines personnes. Sachant qu'il y a 17 tomes. 17 tomes, c'est pas non plus la série hyper longue comme Big Blues et Yona. Donc là, c'est peut-être un peu plus accessible. Donc, c'est signé Shuzo Oshimi, c'est un seinen, voilà, qui était publié dans le Big Comic Superior au Japon. Donc maintenant, je vous lis le petit résumé et je vous redonne mon avis. Vu de l'extérieur, la famille du jeune Seishi est des plus banales. Un père salarié, une mère au foyer, une maison dans une ville de province. Donc là, déjà, on a tout pour s'identifier à lui, tu vois. L'adolescent va à l'école, joue avec ses amis, et troublé quand il pose les yeux sur la jolie fille de sa classe. Pour l'instant, encore, il y a tout qui est normal. Tout est normal ou presque, il ne s'en rend pas compte lui-même, mais sa mère le couvre beaucoup trop. Seiko traite encore son fils comme un bébé, et avec un mari toujours absent, son monde est d'autant plus centré autour de Seishi. Ce dernier est incapable de résister, il se laisse lentement prisonner dans le cocon. Trop jeune, il ne décèle pas la folie cachée derrière l'amour maternel, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Alors, je vous rassure, il n'y a pas de bail bizarre avec ce manga, contrairement à d'autres séries qui partent dans des délires bizarres d'inceste, tout ça et tout. Là, il n'y a rien de tout ça. Pas besoin de paniquer, voilà, vous pouvez rester, ne vous inquiétez pas. Mais en fait, justement, je pense qu'il y en a peut-être certains qui vont se reconnaître avec ça, qui ont peut-être pas forcément une super relation avec leur daronne. Et ça, j'en suis désolé, parce que je sais que c'est une chance que moi j'ai de très bien m'entendre avec la mienne, mais je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et justement, en fait, c'est tellement un manga réaliste dans son propos, ses problématiques,
comment il met sens. Regardez les gars, regardez la planche qui vient de passer là. Regardez les expressions de la daronne là. Pour moi, c'est ça, c'est en ça que je vous dis que c'est un manga d'horreur, c'est qu'en fait, quand c'est une réalité enfin, quand c'est un manga, une histoire qui peut se retranscrire dans la réalité, aussi précisément, c'est que, non, non, moi, c'est ça, elle est là la vraie horreur dans l'histoire. Pour moi, c'est pas, pour moi, l'horreur, c'est pas forcément de la fiction avec voilà, du paranormal, des fantômes, des trucs de cons comme ça. Pour moi, l'horreur, c'est vraiment quand tu te dis, ok, ça peut arriver dans la vie de tous les jours à n'importe qui. Ah, ça arrive peut-être à quelqu'un en ce moment même, c'est déjà arrivé à quelqu'un par le passé, on sait pas. Non, en vrai, c'est trop incroyable. Et sans vous spoiler la fin, en fait, rien que sur les... En fait, maintenant, je comprends tout. C'est ça qui est incroyable. Moi, je vous dis, la fin, c'est une des plus belles que j'ai vues, une des meilleures fins possibles. C'est que la fin, elle a une symbolique particulière, je vous dis pas quoi, mais elle prend tout son sens quand elle arrive, en fait. C'est-à-dire que le manga, il te raconte quelque chose depuis le départ, avec, voilà, la relation d'une mère ultra protectrice qui devient un peu toxique avec son enfant. Elle a du mal à le laisser grandir, du coup, lui, il a un décalage par rapport à ses potes du même âge, tout ça et tout. Et en fait, il y a une folie qui se crée entre leurs relations. Voilà, des fois, ça dépasse un peu ça. Et au final, quand tu vois les covers du manga jusqu'à la dernière couverture, donc le tome 17, celui qui apparaît à l'écran, voilà, parfait, bon timing, t'as du mal à comprendre pourquoi l'illustration, elle est aussi pauvre, finalement. Pourquoi elle est aussi sobre, la couverture. Mais une fois que t'as lu la fin, les gars, tout prend son sens, je vous jure. Et je me suis même fait une réflexion, je sais pas si tout le monde l'a remarqué, mais quand tu regardes, vous savez, les dos des tomes dans ta mangatech, même là, ça te raconte l'histoire du manga. Genre, au début, les tomes sont un peu clairs, couleur chair, voilà, ça te parle un petit peu de la relation au début de Seiko et Seishi. Plus t'avances, plus ça devient un peu rouge, où tu sens que la relation commence à se déchirer, tu sens qu'il y a un problème qui commence à se créer. Après, ça devient un peu bleu, comme si un bleu, voilà, comme si le mal était fait, tu vois, genre quand t'as pris un coup. Et à la fin, ça redevient un peu plus clair, genre. Et je trouve ça tellement brillant, et c'est trop du génie, genre. C'est du génie, les gars. Donc vraiment, Shuzo Oshimi, c'est un génie, mais à tous les niveaux. Parce que pour moi, parvenir à raconter autant de choses, simplement visuellement, parce que tous ces mangas, hein, les Liens du Sang et les autres, c'est pas des mangas qui ont beaucoup de dialogue, c'est pas des mangas qui ont beaucoup de textes. Voilà, c'est très épuré. Ça se lit. Franchement, un tome, tu peux le lire en 10-15 minutes, tellement c'est hyper rapide à lire. Mais même si il n'y a pas beaucoup de dialogue, il te raconte tellement de choses par son découpage. Regardez là, c'est encore des pages qui parlent d'elles-mêmes, hein. C'est, en fait, il a une façon dans sa narration visuelle aussi, de te montrer des choses voilà, sans pour autant trop parler, avoir trop de dialogue et tout. Et sur ça, il est trop fort. Genre, moi, je trouve ça trop brillant. Et pour moi, voilà. Je peux pas vous en dire plus, sinon je vais devoir spoiler. C'est pas le but, parce que je trouve vraiment que faut vous réserver la surprise. Mais encore une fois, jusque dans la post-fast du dernier tome, le mec a réussi à me surprendre. Genre, il y a eu. J'en dis pas plus, mais voilà. Tu sens que le mec, c'est un artiste à part entière. J'ai moins apprécié Welcome Back Alice. On en avait parlé la dernière fois. Je crois que c'est son manga le plus récent sorti en France. Mais en tout cas, ouais, je suis quand même rarement déçu de cet auteur-là. Parce que non seulement son style, il y a un côté crayonné que j'adore, très assuré aussi. Et donc voilà, Les Liens du Sang maintenant, ça fait partie de mes mangas préférés. Je pense que dans son genre, côté tranche de vie comme ça, un peu psychologique, c'est peut-être un de mes préférés, hein. Je serais pas dire si c'est mon préféré, mais en tout cas, ouais, c'est le haut du panier et je vous le recommande encore plus qu'avant à 200%. Là. Le manga est si angoissant, mais si bien. Ouais, voilà, c'est ça aussi qui. C'est en ça aussi, je dis que c'est de l'horreur. Parce que quand t'arrives à instaurer une ambiance aussi angoissante et pesante tout le long du manga, tu te dis, mais putain, attends, mais il va se passer une dinguerie, ils vont se tuer, il y a quelqu'un qui va crever, ou. Tu te dis, t'es pas à l'abri d'une dinguerie en fait. Et au final, ouais, non, non, c'est exceptionnel. Vraiment exceptionnel à lire. Les Liens du Sang, c'est pas pour moi vraiment. C'est hyper angoissant, ça met mal à l'aise, de fou. L'auteur a l'art et la meilleure de le faire. Mais c'est. Après, ouais. C'est vrai que c'est une lecture qui sort quand même de l'ordinaire si t'as pas l'habitude de lire
du Shuzo Oshimi, je pense. Non, moi, c'est vrai que je suis habitué, donc maintenant, je suis un peu plus, je suis un peu plus habitué à tout ça, quoi, tout simplement. Donc voilà pour celui-là. Et vous avez lu la fin, du coup, pour ceux qui connaissaient déjà? Parce que franchement, si c'est pas encore fait, franchement, foncez, hein. Encore une fois, ça se lit tellement vite que le manga, tu peux le lire en une journée, hein. Et regarde, les covers aussi, elles sont tellement incroyables. Et ça, c'est toujours dans ma liste. Alors moi, je te le conseille de le mettre dans le haut de la liste, parce que tu seras pas déçu. Ensuite, bon, j'ai tendance à réserver le meilleur pour la fin. Mais voilà, on est quand même obligé de revenir sur Kingdom. Donc je vais essayer de pas spoiler, parce qu'on va surtout parler de l'arc, la guerre Queen contre... enfin, je sais même plus comment ça se prononce. À chaque fois je dis Kin, mais je crois que ça se prononce Shin. Shin contre Zhao. La fameuse... voilà, pour moi c'est l'opposition entre Kanki et Riboku, surtout. C'est les deux stars de cette guerre-là. Donc Kingdom, bon c'est plus un manga présenté les gars, c'est l'histoire de la Chine littéralement, qui est romancée forcément. Au Japon, on a dépassé les 70 tomes, c'est dispo chez Meian avec l'abonnement, tout ça et tout. Je pense que c'est plus à présenter. Mais dites-moi où vous en êtes dans le manga. Si vous êtes à jour, parce que je sais qu'il y en a qui sont à jour sur l'apparition japonaise ou sur l'apparition française. Ok, vous êtes tous à jour? À jour, ok. Et salut Sagishi-sama, bienvenue à toi. Donc moi, j'ai lu l'équivalent. En fait, je m'étais arrêté pour vous redonner le contexte, parce que Kingdom, les gars, je rappelle, hein, parce qu'il y en a, surtout sur Twitter, ils pensent que je découvre Kingdom en ce moment parce que j'en parle là. Mais non, non, Kingdom, moi, je fais vraiment partie des soldats qui étaient là, au front, les premiers sur la propagande, là. Et justement, c'est comme ça que j'avais été en contact avec Meian et tout, parce que le manga allait sortir à la Japan Expo à ce moment-là, je crois que c'était 2018 ou 2019, je sais plus exactement, vous me dites. Et ouais, c'est un manga que j'ai vraiment beaucoup beaucoup mis en avant, mais surtout sur mes premières années sur les réseaux. Et jusqu'à, bah après j'étais à jour en hebdo, pareil, hein, quand je lisais encore beaucoup en hebdo. Mais j'avais un petit peu lâché Kingdom. C'était à la fin du combat entre Shin et Uken. Voilà, j'avais pas aimé la conclusion, je trouvais qu'il y avait une facilité scénaristique de fou, avec des pirouettes sorties de nulle part et tout, enfin bref, j'avais pas aimé le coup de Shenron qui apparaît soudain dans le manga. Je vais pas vous mentir, je vais le dire comme ça sans trop spoiler. Mais ouais, je sentais que là, c'était la première fois que je sentais dans Kingdom qu'il y avait une facilité à ce niveau-là et une peur de, vas-y, faire mourir un personnage important. Et ça m'avait un petit peu déçu. Mais c'est pas pour ça que j'avais drop Kingdom, hein. C'était pas un drop, c'est juste que j'ai fait une pause à ce moment-là, du coup. Du coup, j'ai accumulé un petit peu mon retard, voilà. Bah, forcément, quand toi tu fais une pause, le manga continue, et du coup, bah, tu vas lire autre chose, et quand tu veux t'y remettre, tu te rends compte que, vas-y, c'est déjà passé 2 3 ans. C'est mon cas, c'est ce qui s'est passé avec Kingdom. Et du coup, bah là, j'avais un retard de... Bah, du coup, ouais, ça, c'était l'équivalent du tome 59, je crois. Et là, dernièrement, j'ai lu en gros du tome 60, et là, j'en suis là, bah regardez. C'est tout simple. Là, je dois commencer le tome 69. Ce qui veut dire que j'ai pas encore fini l'arc de Shin contre Zhao, là. Là, Kanki contre Riboku. Mais je voulais quand même en parler là déjà, pour vous donner déjà bah, mon retour sur cet arc-là. Parce que là, il est déjà bien entamé sur plusieurs tomes. Ça fait quoi? Ça fait déjà 7 8 tomes que je suis dessus. C'est pas encore fini, mais on est sur la bataille finale, là, la bataille décisive. Je le sens qu'il va se passer une dinguerie, je vous le dis. Me spoilez pas forcément, même si je me suis quand même fait spoiler un truc de fou, mais je vais pas dire quoi. En plus, je me suis fait spoiler un truc de fou, les gars, c'est sur Twitter, sur une traîne qui avait rien à voir avec le manga, j'avais trop la mort. Mais voilà, tout ça pour dire que je voulais parler de Kanki, parce que les gars, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que c'est mon personnage préféré du manga. Et enfin, c'est lui qui brille, enfin c'est lui qui a la lumière sur un arc entier. Et je comprends pourquoi ce personnage m'a toujours fasciné. Parce que l'aura qu'il dégage, le charisme qu'il a, c'est trop les gars. Franchement, ce personnage, il est fou. Il est littéralement fou, il n'y a pas d'autre mot pour le qualifier. Autant les autres grands généraux, ils sont tous plus ou moins réfléchis. Ils prennent des décisions. Bah, ils mesurent le pour et les pour et les contre. Ils sont là, bon.
on va quand même doser avant de faire ça, sinon, bon, il peut se passer ça. Kanki, quand il a une idée derrière la tête, c'est un malade, ce type, il fonce tout droit. Il n'y a pas de ralentir avec lui, c'est ça que je kiffe. Mais le pire, c'est qu'en fait, tu penses qu'il fonce tout droit comme un con, mais en fait, lui, il a déjà 150 coups d'avance. C'est ça pour le truc qu'il faut prendre en compte aussi. C'est qu'en fait, ce type, même s'il est instinctif, c'est aussi un génie, en fait. Et là, il le prouve sur cet arc-là. Donc bien sûr, il n'y a pas que lui qui brille, hein. Il y a Shin aussi qui est toujours mis en avant, bien sûr, avec son unité. Il y a la Gakuka aussi. J'ai bien aimé aussi les moments avec Uwon aussi, là, où justement, c'était un petit peu chaud. Il y a eu quoi d'autre que je me souvienne? Il y a eu le passé de Kukai aussi avec... voilà, c'est merde, comment elle s'appelle? C'est la meuf de sa tribu, là, qui les a rejoints. Ça aussi, j'ai kiffé parce que ça apporte encore une plus-value à l'unité Ishin. Donc ça, très kiffant. Franchement, cette guerre-là, les gars, elle est insoutenable. Genre, il y a des rebondissements à tous les niveaux. Quand c'est pas Riboku qui a prévu un coup d'avance, c'est Kanki. Quand c'est pas Kanki, c'est Usen. Non, les gars, je surkiffe, là. Et pareil, hein, la tribu de Kanki, là, façon, sa petite armée, là. Là, c'est ceux sur la couverture du temps 69. Donc, les personnages, là. J'ai pas retenu tous leurs noms. Mais je kiffe que ils ont tous leurs moments clés, en fait. Genre, dans cette guerre-là. Genre, sur ça, il est très fort, Yasui Sahara, il est très fort pour avoir beaucoup de personnages dans son œuvre, mais toujours savoir à quel moment les mettre en avant, à quel moment les faire briller. Et t'as jamais un sentiment que, je sais pas, comme ça peut le faire sur One Piece par exemple parfois, où les protagonistes, ils vont être un peu mis en retrait pour faire briller d'autres personnages. Là, dans Kingdom, j'ai rarement ce sentiment-là, alors qu'il y a aussi beaucoup de personnages et qu'on parle quand même de grandes guerres à chaque fois. Et je respecte toujours autant Hara de parvenir à garder une lisibilité sur ces guerres, en fait, tout simplement, hein. Parce que les gars, on sait que c'est dur à retranscrire dans le manga en général. Et lui, juste par des trucs tout cons, mais le fait qu'il fasse des schémas tactiques, des vues d'avion, des trucs comme ça, tu sais toujours où t'es jamais perdu. Tu sais à chaque fois en fait, c'est tellement bien découpé aussi que t'es pas perdu de... Imaginons l'unité Ishin, elle est plus sur le flanc gauche, tu sais quelle armée elle doit stopper, etc. Enfin bref, même visuellement, bon, pourtant j'ai fait des pauses dans le manga sur plusieurs années. Quand j'ai repris le manga, j'étais pas perdu dans ma lecture. J'ai pas eu besoin de me dire, attends, je vais peut-être relire le tome d'avant, je vais peut-être relire le manga du début ou quoi. Non, non. Kingdom, c'est vraiment un manga, je trouve, où tu peux drop ou mettre en pause en plein milieu d'un arc, en plein milieu d'une bataille. Tu reprends ça dans quelques mois, un an. Bah, t'es pas perdu en fait, parce que l'auteur, à chaque fois, il parvient à te faire des petits rappels précis et te dire, ok, le contexte c'est ça, ok, les personnages ils sont là, et voilà. Donc ça, c'est un point que je voulais mettre en avant et souligner. Je trouve qu'on le fait pas assez. Parce que oui, Kingdom, pour moi, c'est pas ça, c'est pas que ça, savoir bien dessiner, voilà, c'est pas le tout de faire des planches de fou, parce qu'il y en a beaucoup, hein, il y a des planches, les gars. Bon, je vais pas spoiler encore une fois, je parle de la planche. Tome 68, Riboku, qui se fait surprendre. Je dis juste ça, je pense que vous avez le contexte. La planche, les gars, elle est exceptionnelle. Genre, parce que Riboku, qui a toujours des temps d'avance, le fait que là, pour une fois, il a pas prévu ça, un élément précis, incroyable. Donc ouais, encore une fois, Kanki, personnage exceptionnel, franchement, j'ai plus de mots pour le décrire, hein. Le mec, en fait, sa stratégie-là qu'il a mis en place contre Zhao, il n'y a que lui pour la faire. Et s'il n'était pas là, je pense que l'état de Chine, il aurait déjà capitulé depuis très longtemps. Et bon, en vrai, pour le coup, ouais, moi, c'est mon personnage préféré. Avant, j'avoue, je disais ça parce qu'il avait trop d'aura, trop de flow, tout ça et tout. Mais maintenant, je peux le dire officiellement, avec tout ce que j'ai à ma disposition. Non, non, le personnage est fou. Et même son flashback, les gars, j'en ai pas parlé encore, son flashback, il est court, mais tu comprends en très peu de pages le personnage, quoi. Après, ouais, en plus, c'est de l'hebdo, ouais. C'est vrai que pour de l'hebdomadaire, les gars, c'est bluffant à quel point c'est hyper dessiné, hyper détaillé, hyper précis. Non, Kingdom, les gars, c'est... Bon, j'ai pas besoin de le dire, mais vous le savez, c'est un des meilleurs mangas qu'il y a en cours là actuellement. Franchement, moi, c'est un de mes mangas préférés, c'est top 10. C'est pas pour rien.
Je... Regardez cette page couleur aussi de Kanki, là. Regardez l'aura, regardez la prestance. Non, c'est trop, les gars. Franchement, je... L'ennemi de la classe moyenne. Non, non, mais moi, j'ai grave kiffé. Et je suis content, justement, de pas m'être mis à jour d'un coup. Parce que là, tout à l'heure, je crois que j'ai lu 2 tomes. Et franchement, là, je me dis quoi? Je suis content d'avoir encore ma dose, là. Parce que quand je vais me mettre à jour, je vais avoir le seum. Je vais avoir le seum de me dire, putain, un chapitre par semaine, maintenant. Non, non, c'est... Donc là, ouais. En plus, je crois que les tomes 71, ou même, attends, c'est quoi? 72, 73, ils sont sortis, je crois, chez Meian. Donc, il faudra que je leur demande, parce que, ouais, franchement, là, ça me rappelle pourquoi ce manga m'a fait vibrer, pourquoi c'est un de mes mangas préférés, là. Et des mangas comme ça, il y en a très peu qui me font autant vibrer, finalement. Donc ouais, je vois que vous kiffez à peu près tous Ah oui, c'était Ray, bien vu. La... la collègue de Kyukai, là. Et salut au Canop. J'attends l'Ultimate Edition avec impatience. Ah oui, vous allez la prendre du coup chez Meian? Attends, elle sort quand du coup? Elle sort cette année, mais quand? En avril, non? C'est pas en avril? C'est vrai que je peux vous la montrer en vrai. On va finir sur ça tranquillement. Kingdom. Il y a Manga News qui nous propose pas Kingdom tout de suite. C'est quand même incroyable. Bon, au Japon, t'as quand même 60 tac. Voilà. Au Japon, t'as quand même 74 tomes, hein, mine de rien. 74 tomes et c'est loin d'être fini, hein. Parce que là, je suis pas encore à jour. Mais quand tu vois tout ce que doit accomplir Shin encore pour se hisser encore plus loin et réaliser son rêve de devenir un grand général sous les cieux, là. D'ailleurs, j'ai bien aimé ça aussi quand Shin il voit d'autres généraux atteindre son objectif, là. J'ai bien aimé ses réactions et tout, et de voir que certains touchent à son idéal, son but. Putain, Manganius, ils mettent pas. Ah, ça doit être sur Naughty Jaune. On va aller voir les nouveautés, là, je vais faire comme ça. Mais il me semble ouais, que c'était en avril, hein, si je dis pas de conneries. 25 avril, ok. Ah, elle est là. Donc ouais, c'est vrai que... Quand même une édition de luxe de fou qui arrive chez Meian, là. Une réédition. Donc je connais pas ces... Ok, donc c'est des tomes doubles, 466 pages, avec les pages couleurs, tout ça et tout. Donc ce qui est bien avec Meian, c'est que quand même, ça on peut le souligner aussi. Hein. Moi, Meian, franchement, je suis bien content que parfois ils sont indépendants. Parce que regardez, on a encore ça, cette qualité-là, les gars, à 7 balles, moins de 7 balles. Avec une petite page couleur à chaque fois qui régale. Hein. Regardez le petit Shin là. Non, non, franchement, Meian sur ça, il régale. Hein. Parce que regardez, il y a même. Ça aussi, hein, on le souligne pas assez, mais ils arrivent à te sortir de petits effets de Fabre. Bon, ok, c'est peut-être juste un logo doré comme ça et tout, mais. Quand tu te dis que c'est moins de 7 € encore en 2025, mais respect à Meian. Donc ouais, le prix ça sera 19,95 €. Est-ce que vous allez vous laisser tenter? Putain, elle était dure à dire cette phrase. Je sais pas, il y a combien de tomes au Japon 18, ah bah voilà, 18. Il y en a 18 au Japon. Après, c'est très sobre, les gars, regardez. C'est NDA qui, moi... En vrai, si, ça peut être stylé, parce que je pense qu'ils vont faire une espèce d'effet brillant et tout là-dessus, là. Une espèce de dorure, on va dire. Avec un petit relief, je pense. Mais ouais, c'est un peu trop sobre à mon goût. Mais bon, elle reste quand même très belle en vrai. Après avoir le rendu en main, forcément, je les ai même pas feuilletés. L'édition japonaise, je sais pas à quoi elle ressemble et tout non plus. Ah bah regardez, on a les infos les gars. On a toutes les infos là. Les points forts de l'édition complète, un format haut de gamme, taille A5. Donc forcément c'est un peu plus grand. Une qualité d'impression améliorée. Un design exclusif en couverture. Qu'est-ce qu'on a en plus? Contenu enrichi, pages couleurs restaurées telles elles étaient dans le Young Jump. Donc là, on aura toutes les pages couleurs cette fois-ci. Et pas seulement une en début de tome. Nombreux dessins inédits jamais publiés dans les éditions précédentes. Commentaires de l'auteur.
Explication détaillée pour chaque chapitre, nanana, ok. Chaque tome de l'édition complète regroupe l'équivalent de 2 volumes de l'édition classique. Donc, ok, ça c'est des tomes doubles aussi. Bon, en vrai, je pense elle sera, bah, j'allais dire plus rentable, non. Mais 2 tomes, c'est l'équivalent de 14 balles en gros pour l'édition classique. Là, je lui rajoute, on va dire 5 euros en plus. Je trouve ça pas déconnant le prix en vrai. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve pas ça déconnant. Après, c'est vrai que pour ceux qui comme moi, ont déjà la série à tous les tomes de l'édition standard, t'as quand même plus de 70 tomes là. C'est vrai que ça fait quand même chier de se dire, bon, je vends mon intégrale pour financer celle-là. Mais ouais, tu peux toujours faire ça après. Tu peux toujours faire ça. Après, je sais qu'il y a les fans hardcore qui vont vouloir avoir les deux. Zéro état est tombé pour l'instant, c'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça que là, pour l'instant. Après, je pense que ça va faire un effet boule de neige. Après, je connais pas l'histoire de la Chine, moi je me suis pas spoilé, hein. Mais à mon avis, bon là, je vous dis ça, moi j'ai pas lu la fin de l'arc. Là, je pense que l'arc il doit être terminé depuis. Mais il y aura un avant et un après bah, cette guerre Zhao contre Chine là. Et le perdant, bon, je pense que c'est Zhao qui va perdre, mais ça va s'accélérer à partir de là, à mon avis. Parce que dans tous les cas, la prise de Zhao là par l'État de Chine, c'est un objectif en fait. C'est juste un palier nécessaire pour unifier la Chine. Donc forcément, c'est plus stratégique qu'autre chose. Parce que si Chine s'empare de Zhao, ils vont avoir une position tellement confortable contre les autres. Contre les autres États, j'entends. J'ai l'abonnement et j'aime vraiment le délire de la boxe. Je passe. En vrai, ouais, l'abonnement, les gars, aussi, c'est tellement lourd, ce système. Ouais, je pense qu'il y aura un effet boule de neige, moi, au bout d'un moment, ça me paraît logique. Après, bon, je vous dis ça, mais je pense que le manga, il fera quand même plus de 100 tomes. Parce que là, t'es au tome de 70 et quelques, qui est encore loin d'être fini. Bon, je pense qu'on va encore manger du Kingdom autant que de One Piece, je pense. Et pour le coup, moi, sur Kingdom, j'ai pas ce sentiment que ça traîne en longueur. Ça c'est fort aussi, hein, sur des séries fleuves comme ça. Mais ouais, par contre, ouais, c'est vrai que niveau CNN, là, entre Kingdom et Berserk, les éditions ultimes de fou qui arrivent, pour le coup, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Donc voilà, bon, en vrai, on aura quand même pris le temps, hein. Au final, je me suis dit que j'allais peut-être parler de Vinland Saga et tout, mais juste 4 mangas déjà, on, on aura passé une petite heure, je pense, en vrai. Mais c'est ça qui est cool quand on est en live pour parler de manga, c'est que tu peux prendre le temps. Tu peux un peu plus prendre le temps, quoi. De base, Ara prévoyait de finir en 100 tomes et récemment il a dit que ça allait être impossible. Ouais, bah logique. Vinland Saga, c'est presque la fin là. Et je pense qu'on en parlera la prochaine fois. J'essaierai de lire encore d'autres trucs et tout à côté. Mais avant ça, oui, je le redis, je vous donnerai mon avis sur certains mangas du Jump. On reprendra les marathons Shonen Jump en live avec les nouveautés qu'il y a eu dernièrement dans le magazine. Du Gintama pour vous reparler de où j'en suis, mon avancée, tout ça. Et peut-être ouais, je sais pas en vrai. Peut-être ma relecture de Naruto aussi, parce que c'est vrai que je relis Naruto avec l'édition Okage. Donc je pense qu'on pourra en parler aussi. Et du coup, on parlera aussi de Sakamoto Days. On en profitera pour revenir là-dessus, sur l'animé, sur le manga. Et j'essaierai de me mettre à jour pour ce live. Des nouvelles du tome 38 de Hunter x Hunter. Il est sorti, il est pas sorti en France. Il est toujours pas sorti.
Yasuhira a déclaré lors d'une interview qu'il aimerait que The Kingdom s'achève en 2025, c'est-à-dire l'année de son 50e anniversaire. Bon, c'est impossible. Il s'est trompé de rêve. Ah, il est pas encore sorti en France, ok. J'avais un doute. Ah, du coup, pas d'infos, hein. Je crois pas qu'il y ait d'infos, hein. Il y a pas d'infos. Après, est-ce que Kana, ils attendent pas que le manga reprenne dans le Jump pour qu'il y ait une actualité sur manga plus en parallèle pour dire qu'ils annoncent le tome et le sortir? C'est possible. Après, est-ce que Hunter x Hunter a besoin de ça, d'une actualité pour se vendre en France? Au Japon, c'est pas le cas, mais en France, si en vrai, non, je pense pas. Je pense qu'ils ont pas besoin. Le manga n'a pas besoin de ça. Je pense que les fans français, on est aussi fidèles que les japonais sur Hunter x Hunter, en vrai. Bon, on est quand même patient. Le traducteur qui a chaud. Putain, ouais, force au traducteur sur Manga Plus là, parce que pour traduire les pavés et tout. Non pas que c'est inintéressant, bien au contraire, hein, c'est ça le pire, hein, c'est que c'est hyper intéressant ce qui se passe dans Hunter x Hunter, l'arc des princes et tout, le bateau. C'est hyper intéressant. Mais ouais, mais c'est juste que c'est dense, donc ouais, pour traduire ça en hebdo, heureusement pour lui que c'est pas. Il a déposé tout. Parce que traduire un chapitre de Hunter x Hunter, je vous assure qu'à côté d'un Sakamoto Days, il te faut une journée quoi. Ouais, c'est ça, c'est trop dense par rapport au rythme. Parce que pour moi, en fait, Hunter x Hunter, si tu le passais au format mensuel, c'est parfait. Je trouve ça parfait. Et je pense qu'ils ont dû considérer la question. Je pense qu'ils n'ont pas attendu qu'on en débatte là en live, que ce soit Togashi et les éditeurs du Jump. Ils ont dû considérer la question et. Non, juste Togashi, je pense qu'il veut pas. Sinon, les gars, c'est limite lui qui décide aussi, hein. Donc, si lui, il voulait vraiment même changer de magazine et tout, je pense qu'il l'aurait fait. Et le changement de process des chapitres d'Hunter x Hunter, c'est réel ou juste une rumeur? Comment ça, changement de process? Parce que Togashi, je crois pas qu'il ait changé quoi que ce soit, hein, sur Twitter, tu le vois bien dessiné à la main. Enfin, pas en numérique, quoi. Et ouais, même un mensuel, je suis pas sûr qu'il puisse tenir le rythme, hein, Togashi. Je pense que ça l'aiderait niveau narration et tout. Et ça serait plus adapté à un manga comme Hunter x Hunter, surtout. Hunter x Hunter, c'est quand même un manga qui. Chaque chapitre, il te raconte tellement de choses que. Il y a tellement beaucoup d'infos à chaque fois que c'est dur à digérer en hebdo.